déjà, un vrai ami ne m'aurait pas fait ça. Et voilà, quelqu'un qui vous enfle d'un tel montant, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut le dire. Voilà. Et c'est très regrettable et ça me ressent pas du tout de faire ça. Vers 3h40 du matin, 4 hommes ont pénétré dans le domicile de l'animateur. Il habite à Tessancourt-sur-Robette, dans les Yvelines. Gilles, c'est comment C'est une petite commune au nord des Yvelines, dans le Vexin, pas loin des Mureaux. Voilà, un petit village et il y a sa maison là-bas. À côté, c'est comment parce qu'on m'a dit que voilà, il y a quoi à côté voilà. Alors, il y a un petit côté rural et il y a un petit côté plus agité, on va dire. Ça, voilà, ouais. un petit côté plus agité. Un petit côté plus compliqué à côté. Alors, les intrus ont donc cassé une vitre d'une chambre d'amis, donc une chambre qui n'était pas où il y avait personne, située au rez-de-chaussée, avant de se rendre dans la chambre parentale où se trouvait l'animateur de France 2 et sa femme qui étaient dans leur lit. Alors, déjà, une chambre d'amis située au rez-de-chaussée où il n'y avait personne. David, ça, comme tu disais, c'est quelqu'un qui a donné l'info. Oui, et puis, comme ce que vient de dire Gilles, comme il y a un quartier assez agité à côté, le bouche à oreille, vous voyez, les passages, il suffit que déjà il le voit rentrer chez lui, tout, des trucs. Ça, en fait, ce qu'il se passe, c'est que les cambrioleurs, les braqueurs, ils ont le temps. Ils ont le temps pour eux, qui jouent pour eux, qui 3h40 du matin, donc ils se sont fait réveiller comme ça. C'est ça, Reda. Les mecs avaient des infos. Oui, souvent ils ont des infos. On a régulièrement aussi, pour les gens qui font les marchés, on sait que dans certains quartiers, on donne des primes à des gens qui balancent des gens qui travaillent dans les marchés parce qu'ils savent que la plupart des gens qui travaillent dans les marchés ont souvent de l'espèce. Exactement. Donc oui, c'est souvent le bouche à oreille, comme a dit monsieur, et puis c'est des réseaux qui sont de délinquants au profil. On voit de plus en plus de profils, surtout de banlieues, de quartiers. Malheureusement, au vu de la description des individus, ça semble être le cas. Alors c'est quoi la description des individus ? Masque, la mode, le masque chirurgical, puis la capuche, assez jeune. Donc, ils étaient 4 à 5 individus. 4 à 5 individus. Oui. Donc ils se sont introduits dans la maison. Ils se sont introduits dans la maison, ça a été très très violent. Ils ont sorti une arme de poing. D'accord. Donc c'est pas un cambriolage, il faut préciser, parce que c'est important, là c'est du criminel, c'est un vol à main armée. D'accord. En bande organisée avec séquestration. D'accord, alors on va rappeler ce qui s'est passé. Donc 3h40 du matin, vous imaginez bien, vous vous êtes réveillé par donc 4 ou 5 hommes avec des masques chirurgicaux. D'accord, ils mettent l'arme sur la tempe de Bruno Guillon, du monsieur, oui. de l'animateur. Donc lui, il est dans son lit. Oui, tout à fait. Il les sort du lit, il lui met l'arme sur la tempe parce qu'en fait, comme on dit, ils aiment avoir cet effet de surprise. Il faut que ce soit violent. Il faut que les joueurs soient surpris, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un temps de réflexion. La seule réflexion, c'est qu'on va leur donner ce qu'il veut. Il se réveille avec une arme sur le... Voilà, il se réveille choqué avec une arme, avec sa femme, ses enfants. Ils sont séparés. L'enfant se retrouve avec la mère dans la chambre de l'enfant. Ils sont attachés. Donc là, ils sont les deux dans la chambre, Bruno Guillon et sa... Non, la maman et l'enfant. Voilà, ils rejoignent le petit, et puis après, il y a 2 individus qui isolent la mère et le fils. Ils les attachent. Et ensuite, ils demandent les bijoux, les numéraires, enfin l'argent. Ils ont attaché le petit. Ils ont attaché tout le monde. Ils ont attaché tout le monde. Ensuite, ils ont détaché la mère. Ils ont détaché la mère pour pouvoir l'emmener dans les lieux où il y a les bijoux, pour l'emmener au coffre, pour qu'elle, comme vous l'avez dit tout à l'heure, justement, c'est la spécificité de ce genre de méfait, c'est que le fait d'avoir les propriétaires, vous pouvez ouvrir le coffre beaucoup plus facilement que s'ils n'étaient pas là. Du coup, elle donne les numéraires et ensuite, elle appelle la police. Alors, ça a duré combien de temps ? A priori, à peu près 15 minutes. Ça va très très vite. Mais 15 minutes pour des victimes, je peux vous garantir que c'est extrêmement long. C'est extrêmement long. Alors, il y a eu des violences, Gilles. Oui, ils les ont menacés déjà avec armes de poing et marteau. Oui, c'est ça qui fait frémir aussi. Alors, ils étaient munis de casquettes, de capuches, de masques chirurgicaux. Et ils leur demandent donc d'aller au coffre et pour récupérer les bijoux. Voilà, évidemment, pour ne pas être connus, pas laisser de traces. Donc, c'est des équipes spécialisées. Et puis, ils emmènent la femme de Bruno Guillon vers le coffre pour qu'elle ouvre le coffre mural. Voilà. Et la menace avec marteau, évidemment, et arme de poing, c'est si vous n'ouvrez pas. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des violences ou pas du tout ? Il n'y a pas eu de violence physique, je crois, sauf erreur. À partir du moment où vous mettez une arme sur la tempe, on est au niveau de violence. C'est pire qu'un coup de poing. Le coup, là, c'est parce que vous voyez votre vie défiler, vous avez votre enfant à côté, vous avez votre femme, vous n'avez rien demandé. Et en général, contrairement, comme disait monsieur, je ne sais pas s'il disait tout à fait ça, mais c'est plus la même génération de cambrioleurs, de braqueurs. C'est devenu très très violent. Il n'y a plus de respect pour la famille, il n'y a plus de respect pour la police non plus. Donc 3h40 du matin,
Donc 4 ou 5 hommes pénètrent dans le domicile de Bruno Guillon et ils repartent à 3h53 du matin. Aucune violence physique n'a été constatée, à part bien sûr ce que vous avez dit, mais évidemment, bien sûr, Bruno Guillon, sa femme et son fils sont en état de choc. Le butin est important, montre de luxe, bijoux, environ 80 000 euros, Gilles. Oui, il y a, je crois, 2 montres de luxe, selon mes informations, mais c'est encore à détailler, de la maroquinerie de luxe, voilà, autour de 80 000 euros. Hein. Je crois que c'est 2 montres qui valent cher. Je ne sais pas si vous avez le détail, je pense qu'il y a... Voilà. On n'a pas encore le détail, parce que c'est ça la problématique sur ce genre d'affaires, c'est les victimes qui sont très choquées. Vous pouvez avoir dans la soirée ou dans les jours à venir un retour sur expérience et vous dire, voilà, se rendre compte qu'il y a eu ça, 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 il y a peut-être un individu de plus, on a remarqué telle ou telle chose. C'est l'enquête de voisinage qui est très, très importante. Vous avez parlé des descriptions des individus. C'est quoi? C'est des personnes qui parlaient français? Ce sont des quoi? Oui, moi je sais qu'à chaque fois que je fais un plateau, j'aime bien prendre attache avec les collègues des services concernés. Enfin là, c'est pas le service, parce que là, c'est la BRB qui a été saisie. D'accord. Quand vous avez une affaire, pas basique, la séquestration n'est jamais basique, hein, pour les victimes, mais à partir du moment où vous avez une pluralité d'auteurs, l'usage d'une arme, enfin l'exhibition d'une arme, pardon, et surtout que c'est une personnalité, automatiquement, vous basculez judiciairement parlant dans une enquête prioritaire. Donc c'est-à-dire que là, vous avez le parquet, vous avez les officiers de police judiciaire de la brigade de répression du banditisme qui restent avec le même substitut du procureur qui va traiter l'affaire de A à Z. Ces mêmes collègues sont en contact tout le temps avec les victimes qui sont très choqués pour les rassurer, pour leur dire que l'enquête avance ou pas. Et du coup, vous enquêtez, vous faites l'enquête de voisinage. Et ce qui est très important quand vous arrivez sur les lieux, c'est les policiers de voie publique qui arrivent sur les lieux. Ils doivent préserver les traces et indices, parce qu'à partir du moment où il y a l'arrivée des pompiers, puis c'est pas contre les pompiers, mais c'est très important de préserver, malgré les chocs, les lieux. Et la police scientifique, elle va apporter des éléments très très importants. Si vous faites une enquête normale, c'est 4 à 6 mois dans ce genre d'affaires. Si vous avez des indices ADN, et c'est là que c'est important, la présence de la police scientifique, le travail de la police technique et scientifique, c'est que si vous avez des prélèvements ADN, en 15 jours, vous pouvez boucler l'affaire. Mais est-ce qu'il y a une description des individus assez précise ou pas du tout? Écoutez, on sait qu'il y a un individu nord-africain, casquette, ça avait l'air d'être des jeunes de quartier, tout simplement. Donc voilà, après on ne peut pas donner trop de détails, parce que ça se trouve, ils nous regardent même ce soir. Ils leur ont parlé, ils leur ont dit quoi? Alors, en général, ce sont des gens qui sont, comme il n'y a plus de code, sont des gens qui sont très violents verbalement et très menaçants. Et dans ces cas-là, vous pensez, en général, quand vous avez un enfant, vous pensez qu'à votre enfant, en fait. Vous ne posez pas de questions. Vous leur donnez tout ce qu'ils veulent, tout simplement. Gilles. Oui, c'est une bande très organisée. Moi j'ai une question par rapport à l'heure, Cyril. Vous soulignez 3h40, départ à 3h53. Bruno Guillon, c'est quelqu'un qui se lève tôt pour aller travailler. Donc ça veut dire que sans doute, ils avaient repéré, ils savaient qu'ils avaient un laps de temps assez court pour intervenir avant qu'ils se lèvent et qu'ils partent. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Donc de nombreuses nuits de repérage également? Oui. Alors maintenant, on a des équipes qui sont avec la télé, avec les séries, qui sont très, très, très organisées. Il y a même des équipes qui posent des balises sur les véhicules des victimes. C'est-à-dire qu'ils les suivent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des balises sur les véhicules, des balises GPS, pour savoir exactement où ils sont en temps réel. Pourquoi ils n'ont pas attendu? Et c'est vrai que c'est à la limite que Bruno Guillon parte, puisqu'il part très tôt, il a la matinale à... Mais laissez la compagne avec l'enfant. Parce que si tu isoles la femme, mets-toi à sa place. Si on isole ta femme et ton fils dans une pièce, tu as la responsabilité de ta famille, tu vas balancer tout de suite. Exactement. Parce que si tu fais le malin et que tu entends 2 coups de feu, tu diras j'ai fait le malin pour 2h40. Tu viens avant qu'ils se réveillent. Avant qu'ils ne partent. Exactement. C'est important de le signaler parce que c'est vrai que c'est donc qu'ils avaient énormément d'infos. C'est comme David, c'est un truc qui a été donné. C'est sûr. Oui, c'est pour ça que les infos. Voilà, pour moi, c'est quoi? C'est un truc qui était prémédité à l'avance. Il y a longtemps, tu penses que ils ont mis 15 jours à travailler sur le dossier? Des fois même plus. Hein. Les préparations, après, c'est minimum 15 jours. Hein. Mais comment ils peuvent savoir qu'il y a un butin? Savoir qu'il y a des bijoux déjà. Comment ils savent qu'il y a des bijoux? Comment ils savent qu'il y a des montres? Parce que 80 000 euros, c'est qu'ils ont fait un gros repérage avant. Après, il y a surtout le côté notoriété, le côté star, le côté... Donc, ils se doutent un peu. Après, il y a même... le coup peut être donné encore plus, ça peut être des intimes, hein, ça va très loin. Hein, des gens qui peuvent même dire il a un coffre, il a tel truc. Ça, vous savez,
je ne vais pas vous l'apprendre, mais il faut avoir confiance en personne, quoi. Beaucoup des gens qui vous entourent peuvent donner des coups. Des gens que vous pensez être vos amis, vous faites rentrer, hop, ils regardent, ils repèrent. Il y a Bibi Nasseri qui me dit: il ne faut jamais avoir de coffre chez soi, planquer bijoux et argent dans des endroits improbables. Pas de coffre, ça attire les mouches. C'est vrai, ça, c'est coffre, c'est vrai que voilà. Moi j'ai vu des aussi, affaires c'est vrai que voilà. Mais là pour le coup, là, même sans coffre, parce que ils braquent. Ah, bien sûr, même si c'est pas dans le coffre, ils disent où est la cachette. Et c'est ça. N'importe qui pour sa famille dit où est la planquette. En fait, les individus, plus ils vont montrer qu'ils sont déséquilibrés, qu'ils ont peur de rien, et qu'ils sont vulgaires, qu'ils sont violents, plus la personne va se dire bon, je vais pas jouer, même si j'ai de l'argent là, je vais le donner, parce que c'est vrai qu'ils sont. Excusez-moi, il n'y a plus de code, ils sont très stupides en fait. Justement, les bijoux, on ne peut pas les retrouver parce que ça avait été coulé assez rapidement. Ça partit où, ça, les bijoux? Écoutez, il y a différents réseaux. L'économie, on a laissé, vous savez, je ne vais pas refaire le sujet qu'on a fait il y a quelques temps, mais on a de plus en plus de mal à avoir de la présence policière sur la République parce qu'il y a d'autres priorités. Du coup, le marché parallèle se développe de plus en plus. On l'a vu avec, par exemple, les mortiers. Les gars, ils sont équipés alors qu'on ne peut plus les vendre en France. Aucun artifice n'est vendable en France. Et pour autant, les gars, ils arrivent à avoir des mitraillettes 390 coups sur du mortier. Donc là, c'est pareil. En fait, vous avez du marché parallèle qui peut après, finalement, peut-être finir en Europe, sur des réseaux en Europe. Mais là, déjà, vous avez une demande déjà dans les quartiers où les gens aiment bien se balader avec des véhicules de luxe, porter des vêtements de luxe, avoir des sacs à main de luxe. C'est la nouvelle génération. Et c'est la nouvelle génération de la délinquance également. C'est quoi? Ça peut être la voiture, le véhicule, peut-être s'il a un véhicule qui a mis la puce à l'oreille, ou bien c'est quelqu'un qui connaît, qui a donné le... Alors moi, ce qu'on m'a dit éventuellement, et je voulais confirmer avec vous deux, je sais que, par exemple, c'est des collègues à vous qui m'ont dit, il y a récemment une présentatrice d'une chaîne de télé qui arborait des bijoux à l'antenne, qui a attiré l'attention, qui a été suivie jusqu'à chez elle et cambriolée. Est-ce qu'il n'a pas pu être suivi en voiture depuis l'antenne? Parce qu'on m'a évoqué ce cas-là et je me suis dit, il pouvait y avoir des similitudes. Suivre une voiture jusqu'à chez lui, une bande organisée peut le faire. Oui, en fait, à partir du moment où vous avez la cible, vous mettez, c'est un peu comme nous les policiers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces individus ont la cible, ils mettent un dispositif en place, aller-retour, domicile jusqu'au travail. C'est vraiment très très bien préparé pour pas se faire attraper. C'est très très rare de faire une séquestration en flagrant délit. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Mais c'est exactement ça. Mais vous avez aussi la vengeance d'un proche, comme a dit le monsieur. C'est possible d'avoir la vengeance d'un proche ou quelqu'un de jaloux, parce que dans le milieu de la télé, il y a des gens jaloux. Vous avez aussi, tout simplement, moi j'ai discuté avec un collègue, je ne vais pas dire quel service, mais d'un groupe de répression du banditisme qui m'a dit, il y en a un, parce qu'en général, les individus, quand ils se présentent, ils balancent jamais les complices. Par contre, ils passent aux aveux immédiatement. Ouais. C'est ce que m'a dit le collègue. Et il m'a dit, je vais donner l'exemple de Di Maria, c'est pas son affaire, mais Di Maria, il a dit, tiens les gars, on se fait Di Maria ce soir. Ouais. Enfin, on se fait Di Maria ce soir ou demain soir. Le gars, il est au match de foot, sauf qu'il est au match de foot. Et là, c'est différent, on s'en prend à sa femme et son enfant. Voilà, donc, et dans 90% des cas, ça se passe comme ça, on va dire. C'est parce qu'on aimerait savoir, c'est un truc de fou, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et notre ami Nicolas Pernikov? Est-ce que tu as voulu lui vendre un American Staff? Ouais, American Staff. Non mais en fait, c'est très simple. Il y a 2 ans, Nicolas Pernikov m'a commandé des publicités pour la télé, pour des marques, parce qu'il a une agence de communication. Il m'a commandé en production des publicités, des contenus pour les marques, à hauteur de 165 000 €. Et il ne m'a jamais payé. Voilà, c'est très simple. Ça fait 2 ans qu'il ne paye pas. Évidemment... Parce que j'ai vu, il y a plein de gens qui disent, vous ne pouvez pas régler ça en privé. Évidemment, ça fait 2 ans qu'il y a eu des conciliations. Je lui ai laissé 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an pour payer. Ensuite, il m'a fait un échéancier, ce qu'on appelle un échéancier. Donc, quand vous avez une dette, vous divisez la dette en 10, 20, 30 échéances. Il a payé une fois, c'était des toutes petites échéances. Il a arrêté de payer. Donc, au bout d'un moment... La loi est mal faite. J'ai essayé de l'appeler parce que c'est ton pote. Je l'ai appelé, je l'ai vu, on a fait une conciliation avec les avocats, on a fait ça 15 fois. Tu veux pas qu'il fasse une vidéo de tout? Et là, si. Non mais, avec plaisir. Et malheureusement, je déteste faire ça et voilà. Mais quand on se fait enfumer comme ça, faut que ça se sache parce qu'il y a d'autres personnes qui se sont fait enfumer. Et la loi est faite de telle manière que quand vous avez une société aujourd'hui, et c'est regrettable, vous pouvez acheter, si vous avez la trésorerie, 10 000, 100 000, 1 million de prestations, ne jamais les payer et il vous arrive rien. C'est comme les squatteurs. Ouais. Et après, c'est vous qu'on engueule et c'est de votre faute. Vous vous faites arnaquer, mais c'est de votre faute. Nicolas Pernikov a répondu. Il a dit Nicolas Pernikov dément formellement les propos mensongers et dénigrants de M. Janton
et entend rétablir la réalité des faits. La société La Nouvelle a collaboré par le passé avec la société Blondinet, dirigée par Monsieur Janton. T'as une société qui s'appelle Blondinet? Ouais, qui fait du contenu pour les marques. Bah oui. Ça fait du contenu, ça fait pas de la coiffure, ça. Aussi. D'accord, très bien. Et donc, alors. Bah oui, il dément, mais il reconnaît quand même qu'il a des dettes et qu'il est ce qu'on appelle en sauvegarde. Donc c'est une. Alors, en raison des difficultés qui ont frappé le secteur de la communication et de la publicité pendant et depuis la crise sanitaire, la société La Nouvelle a demandé à bénéficier d'une procédure de sauvegarde afin d'apurer son passif dans les délais qu'accorde la loi. Ouais. Voilà, il parle chinois pour dire qu'il n'a pas payé en fait. C'est le voilà. Et là où les bras m'en sont tombés, c'est quand parce que évidemment quand je l'avais au téléphone, il me disait ça va pas, c'est compliqué, etc. Bon d'accord. Et cet été, quand il met des photos de lui en train de pêcher la truite saumonée au Cap Ferret, pardon, mais c'est juste une blague. C'est-à-dire quand vous êtes quand vous êtes endetté, que vous devez énormément d'argent, bah oui. Non mais ça, il poste ça cet été, moment magique, le moment où je ne pense à rien, bah pense à payer tes factures, mec. Non mais calme-toi, le c'est l'arnaque. Et je vais vous dire non mais Guillaume, moi je vais prendre un peu de débat. La pêche quand même. Bah, non mais c'est vrai. Et puis là, ça lui a rien coûté. Je t'explique. Il a pêché une truc. Moi j'ai déjà eu des dettes, ça m'est arrivé. J'ai tout revendu. Je suis allé retourner vivre dans un tout petit appart et j'ai tout rendu. Et et c'est pour ça que j'ai jamais eu de dettes. Et tu t'entendais bien avec lui. Et je m'entendais très bien avec lui. Et justement, et le fait qu'en fait il m'a jamais payé, je me disais c'est quelqu'un de confiance. Je le connais, sa société a pignon sur rue, il est connu, il a une notoriété, il paye pas. Et le problème, là, je me suis fait triplement enfler parce que je n'ai pas été payé de 165 000, j'ai déboursé des frais à hauteur de 120 000 € pour produire, et lui, il a encaissé l'argent. Mais ça va, au bout d'un moment, faut arrêter. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Il va se passer quoi là? Bah rien, mais je sais qu'il paiera jamais parce que la loi est faite. C'est quoi la loi? Ils t'ont dit quoi la loi? Bah la loi, c'est que vous êtes en procédure de sauvegarde et vous faites traîner 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, et peut-être que dans 10 ans, il paiera une partie, mais au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Chérie, il y a des boîtes qui coulent à cause de ça. Hein. Non, moi, j'ai eu la chance. Toi, les 165 000, tu vas te les carrer Bah, déjà, on a ce qu'on appelle le bilan à la fin de l'année pour une société. Donc, vous prévoyez un chiffre d'affaires de temps. Là, en l'occurrence, venant de lui, c'était 165 000. Vous déduisez le chiffre d'affaires, donc ça vous fait un bilan dégueulasse. Vous pouvez potentiellement fermer votre boîte, donc ça met en danger les salariés, ça met en danger la société. Mais est-ce qu'il n'aura rien? Est-ce qu'il dit qu'il ne peut pas payer parce qu'il n'a pas les fonds? Oui, sauf qu'il a d'autres boîtes, c'est ce que j'ai indiqué dans le communiqué, qui tournent, notamment une boîte qui fait de la télé, qui produit pour France 5. Et sur ces boîtes, il n'y a pas de problème d'argent. Donc quand on a des dettes comme ça, déjà, c'est ce qu'on appelle un mauvais acte de gestion, enfin une mauvaise gestion de ces boîtes. Donc on répartit l'argent, on essaie de faire en sorte de payer ses créanciers et on n'enfume pas les gens en disant oui, t'inquiète, je vais te payer plus tard. Sinon ça dure 15 ans au bout d'un moment. Gilles, vous qui avez des infos sur ça. Oui, mais Guillaume, excusez-moi, il y a une procédure légale. Il est en redressement. Dans ces cas-là, les créanciers, comme vous, se manifestent auprès du tribunal, disent je suis créancier, vous vous inscrivez, c'est ce que vous avez fait. Oui. Mais vous l'avez fait. Je l'ai fait. Et donc vous ne pouvez pas lui reprocher de ne pas vous payer puisque vous connaissez la procédure. C'est ça que je ne comprends pas. Et qu'est-ce qui se passe? Le but, c'est quand même de récupérer l'argent. C'est ce qui t'explique. Il ne se passe rien. Tu n'as pas 1 euro. Donc au bout d'un moment. Mais lui non plus n'a pas 1 euro sur ses comptes-là. Si, bien sûr qu'il a. On a toujours Gilles. Lui, il a d'autres sociétés qui tournent. Non, il y a des gens qui ont vraiment. Oui, mais à ce moment-là, dépose le bilan, ferme ta boîte. Lui, sa boîte, elle tourne encore. Et parfois, il nous appelle encore en disant vous pouvez nous relivrer ça, vous pouvez truc. Ça va, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et tout le monde, enfin voilà. Parce que ça fait un buzz incroyable. Cette affaire. Ah oui, mais parce qu'il faut le dire, et il y a plein de gens qui se sont fait enfumer, qui m'ont raconté cette histoire-là aussi. Et voilà, c'est une notoriété publique. J'aurais pas fait ça. Voilà, si c'était une petite somme, j'aurais pas fait ça. Si c'était un vrai ami, déjà un vrai ami ne m'aurait pas fait ça. Et voilà, quelqu'un qui vous enfle d'un tel montant, je suis désolé, mais au bout d'un moment, il faut le dire. Voilà. Et c'est très regrettable. Et ça me ressent pas du tout de faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que voilà, vous connaissez les deux, Valérie, cette histoire, elle nous a mis mal à l'aise à nous. Hein. Ben oui, c'est embêtant parce que c'est deux personnes qu'on connaît. Après, je sais que Guillaume a pris sur lui depuis longtemps et que ça fait longtemps qu'il court après et que ça fait longtemps qu'il se dit je vais pas le faire parce que justement les liens d'amitié, et donc c'est très compliqué. Et je comprends qu'à un moment il est craqué aussi. Voilà. Il y a des moments où il venait dans l'émission il y a quelques mois, il était là. J'en parlais à Géraldine pendant 2 ans. Je disais rien et c'est normal. Géraldine, t'étais au courant? Ah oui, depuis le début. Ah ouais. Mais Cyril... Il était très stoïque, mais il s'est fait aussi beaucoup de soucis, lui, pour sa société, pour les salaires, pour le loyer. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison. Tu as donné quoi comme conseil, toi? Moi, je lui ai demandé de tenir bon. Je lui ai demandé de vivre peut-être moins aussi, de faire attention aussi à tes dépenses. Mais du coup, c'est toi qui dois te priver pour lui, donc il n'y a pas de raison. Ouais, mais ça, et moi, je lui ai dit qu'il fallait absolument en parler. Qu'il fallait qu'il vous en parle. Ouais. À moi? Je vous en ai jamais parlé. Non, c'est vrai. Voilà. Et j'ai dit, tu devrais en parler à Cyril, parce que je trouve que c'est quand même incroyable qu'il vienne comme ça et qu'il te regarde un peu avec un peu de et moi, jusqu'au bout, je voulais pas que ça lui desserve et qu'il ait une mauvaise réputation à cause de ça. Mais quand il ne se passe rien, c'est pas possible. Et le pire qui m'est arrivé, c'est que donc j'ai embauché des gens pour ces projets.
que je n'ai pas pu payer. Je ne parle pas des salariés, mais des factures, des prestataires que je n'ai pas pu payer. Et à cause de lui, je me suis retrouvé, il y a un compte sur Insta qui s'appelle Balance ton agency, c'est l'espèce de MeToo des entreprises qui ne payent pas, etc. Je me suis fait citer par ce compte en disant l'agence de Guillaume Janton ne paye pas ses collaborateurs. Donc là, je les ai payés depuis, mais je me retrouve dans la merde à cause de lui. Ça, en fait, vous avez payé avec un argent que vous n'avez pas reçu, en fait. Exactement. Donc c'est n'importe quoi. Et imaginez, Cyril, même si on est amis, même si on est proches, si je vous dois, je sais pas, 500 000 euros, 600 000 euros de prestations, au bout de 2 ans, 3 ans... Ça n'arrivera pas. Voilà. Non, mais, la vérité. Au bout d'un moment, l'amitié, c'est bien, mais quand on se fait enfumer et que le mec dit oui, je vais te payer, et qu'il vous paye pas, faut le dire au bout d'un moment. Et moi, je voulais qu'il vous en parle, mais c'est vrai que Guillaume a été plutôt élégant. Il a dit non, mais m'en a jamais parlé. Voilà, jamais. C'est mes problèmes parce que je pense qu'il y a des gens qui sont forts avec des faibles et faibles avec les forts. Et je pense que si vous l'aviez su, peut-être que ça aurait peut-être accéléré les choses. Je crois naïvement. Alors moi, je n'aurais pas pu lui donner les 165 000. Non, voilà, pas les donner, mais lui faire comprendre que ce serait. Voilà. Gilles, t'es au courant? Non, moi, j'étais pas au courant et je suis assez choqué, moi, de l'attitude de Guillaume. Ah ouais? Bah oui, parce que en fait, vous dites il a d'autres boîtes, mais là, vous allez tuer ces autres boîtes aussi. Et lui, comment il fait pour pas mourir? Non, mais je vous donne mon point de vue. Non, mais tu dis ça, on te doit 10 balles, tu vas faire un scandale. Arrête. Non. Non, mais le mec, on te doit 10 balles, tu vas faire un scandale, c'est magique. Il reçoit pas une commande Uber Eats, il va tweeter tout de suite. Qu'est-ce que tu me racontes? Jamais pris l'Uber Eats. Non, je trouve que c'est disgracieux parce que c'est tout le business de Pernikov que là, vous foutez en l'air, on a communiqué. Mais alors, dans la mesure où c'est au tribunal, je vous dis, moi, ça me choque, c'est tout. J'ai été choqué. C'est au tribunal, et donc des gens responsables, peut-être même des magistrats, vont juger du procédé. On est responsable quand on est chef d'entreprise, c'est pas que encaisser de l'argent, c'est aussi payer les gens, payer ses prestataires, payer ses salariés. C'est pas juste encaisser de l'argent. Hyper cohérent. Pourquoi? C'est comme les squatteurs. Si quelqu'un rentre chez toi, vole ton frigo, vole ta voiture, vole ta femme. Oui, mais il faut aller au tribunal. Il faut attendre. Il est hyper cohérent en fait. Gilles, à un moment donné, moi je savais pas, je la connaissais pas l'histoire, je l'ai découvert avec le poste de Guillaume. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a demandé du travail à quelqu'un. C'est à hauteur de 160 000 euros. Cette personne-là a fait de l'argent avec. Et moi, je suis dans le raisonnement de Guillaume. Si tu dois de l'argent à quelqu'un, tu as une mentale, sois un homme. Vends ce que tu dois vendre, rembourse tes dettes. Et si tu dois descendre ton train de vie et revendre tous tes trucs, il faut revendre, mais il faut payer tes dettes. Et c'est là que moi, je suis d'accord avec Léo, la loi est mal faite parce qu'il y a des gens qui font ça. Alors là, c'est Nicolas, mais ça peut être aussi plein de gens comme ça qui s'amusent à faire 200, 300 000 euros par-ci, par-là, qui ferment les boîtes et qui remboursent jamais. La loi est mal faite, mais c'est la loi. La loi est mal faite, mais c'est la loi. Si un mec rentre chez toi, il y a une procédure de sauvegarde. Mais Raymond, vous êtes sympa, mais d'où t'es juge, toi? Mais je suis pas juge. Non, mais le gars, il est juge, il est policier, il est squatteur, il vole ton frigo, vole ton truc. Tu voles tout sauf ma femme, t'as compris? Il a pas besoin. Il a pas besoin, elle partira toute seule. C'est mal fait. Gilles Verdez, toi, t'étais pas au courant de l'affaire, mais tu n'aimes pas qu'il ait mis ça sur les réseaux. Sur la place publique. C'est les réseaux. Oui, les réseaux, la place publique. Oui, parce que Nicolas Pernikov a d'autres sociétés. Par exemple, il produit des émissions de télé. Et moi, j'ai peur que ça lui porte préjudice pour l'ensemble de ses activités. Et que, comme vous êtes puissant, Guillaume Janton, que le nom de Pernikov soit banni du paysage audiovisuel. C'est ça ma crainte. Moi, j'ai pas peur de la même chose. J'ai peur qu'il ne paye pas ses salariés, ses prestataires. Moi, j'ai peur de ça. J'ai pas peur que ça lui nuise à son business à lui. Au bout d'un moment, il faut être responsable, Gilles. Et pourquoi tu prends toujours la défense des gens malhonnêtes? C'est pas possible, ça. C'est insupportable. Jean malhonnête, je vais pas m'excuser de m'être fait enfumer quand même. Alors, on donnera un droit de réponse à Nicolas Pernikov. Nicolas. Oui, Jean malhonnête, Guillaume. Excusez-moi, mais pour le moment, c'est vous qui le dites. Je sais pas, ne pas payer, c'est honnête. Non, mais sinon on paye rien. Alors il y a plus de règles. Non mais et de toute façon nos versions, il y a droit de réponse avec plaisir, nos versions sont les mêmes. Il n'a pas payé ses dettes, lui il dit je suis en sauvegarde, c'est vrai. En attendant, l'argent il n'est pas là. Donc au bout d'un moment, on rend l'argent. Surtout avec un pote, surtout avec quelqu'un que tu côtoyais tout le temps ici, avec qui ça se passait bien. Puis on n'a pas 36 000 occasions dans la vie de se comporter en homme. Voilà, moi l'année dernière j'avais des problèmes financiers, je payais plus mes loyers. C'est pour ça que je suis parti dans le sud, comme ça, parce que j'avais plus les moyens de vivre à Paris et de payer mon loyer. Du coup, j'ai une dette de loyer là. Et ben, je me suis engagé, voilà, ça me coûte. J'ai fait un échéancier. Là, vous faites beaucoup d'émissions, vous allez pouvoir les payer. Bah oui, bien sûr. C'est parti à partir du 10 octobre. Je paye un échéancier en 5 fois. Je règle, je dois à peu près 12-13 000 euros, c'est une somme. Et ben, je les paye, ça va me coûter pratiquement une grosse partie de mon salaire, mais je mets un point d'honneur à payer mes dettes. Il a descendu son voilà, et pourtant, je ne connais pas le locataire, je le connais. La personne, mon logeur, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais je vais payer mes dettes. Voilà, je estimerais que je ne pourrais pas me regarder dans la glace tant que je n'aurais pas payé mes dettes. Non mais Gilles, j'ai bien compris que tu voulais respecter la loi et c'est très bien, évidemment, on veut tous respecter la loi et le process de la justice.
mais t'arrêtes pas de dire le pauvre Nicolas Pernikov, en fait, et pourquoi pas le pauvre Guillaume Janton, en fait. C'est-à-dire que malgré tout, en quoi ça fragiliserait plus Nicolas Pernikov que Guillaume Janton? Guillaume Janton, lui aussi, se fait du souci, il est angoissé, il a des nuits blanches, il a des loyers, il a des salariés, s'il licencie des gens, en fait, il licencie des gens, donc lui, c'est pas grave, mais Pernikov, c'est grave. Tu vois, il y a un problème malgré tout, tu comprends? Moi, et donc, du coup, je n'arrive pas à... Voilà. Juste, à quel moment tu as eu le déclic? Parce que c'est vrai que le mec sur les réseaux, à un moment, qu'est-ce qu'il y a? T'as eu un coup de nerf, tu t'es dit ça y est, j'en ai ras le cul maintenant. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est ça. C'était quoi le déclic de dire, je vais le dire à tout le monde et je vais le mettre sur la place publique que Nicolas Pernikov et moi, on a un litige. Le déclic, je l'ai eu sincèrement en voyant cette photo. Je me suis dit, quel culot. La photo, non, mais quand tu es endetté, que tu dois de l'argent à tout le monde et des grosses sommes d'argent, on parle pas de 15 euros ou de 100 euros. Comment tu peux mettre ça? Alors ok, il dit pas, regarde, je dépense des milliers d'euros. Il va pas s'arrêter de vivre aussi. Bah non, mais je sais pas, un minimum de dignité, quoi. Symboliquement, quand tu dois de l'argent, que t'es criblé de dettes, et même quand il venait ici, je sais même pas comment. Alors je sais qu'il y a plein de fois il est pas venu, mais il y a des fois il est venu. Il y a plein de fois qu'il a pas voulu. Oui, venir, Nicolas, mais comment tu peux te présenter sur un plateau avec une personne face à toi à qui tu dois des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, ne même pas en parler? Qui venait te voir et te disait voilà. Mais même pas. C'est moi qui relançais tout le temps. Il était aussi un peu gêné, c'est normal. Et alors, vous dites à quel moment j'ai eu le déclic? Moi, au début, je disais rien. Normalement, les factures, c'est 30 jours, 45 jours. Donc, on a 1 mois, 2 mois pour les payer. 2 mois, 3 mois, 4 mois, je dis rien, 5 mois, 6 mois. Et au bout de 6 mois, c'est même pas moi, c'est ma directrice des productions qui s'appelle Alexa Turgeman qui me dit Guillaume, franchement, c'est chaud là, il paye pas. En plus, il continue de commander des trucs. Et au bout d'un moment, il m'a dit Guillaume, arrête maintenant, arrête. Parle-lui, demande-lui un échéancier. Donc lui, il a fait ça, ils ont présenté un échéancier, ils ont payé une échéance. Au bout de la deuxième, je suis désolé, je peux plus te payer. Mais c'est quoi ça? Comme toi, moi, 3 bars en 1 heure, j'aurais pas été content. Ce qui est écrit, 3 bars en 1 heure. 3 bars en 1 heure qui vont finir en sashimi, c'est bon. Elle est bonne la gamelle. Voilà. Et dans sa réponse, surtout, il menace de t'attaquer. Ce qui est bizarre parce qu'il dit oui, tout est vrai. Très bien. Il dit tout est vrai, il menace de t'attaquer. Moi, je m'en fous. Il ferait mieux dire oui, je m'excuse. Vous êtes parlé depuis? Non. Non, je lui ai parlé juste avant de mettre le truc. Je lui ai dit quand est-ce que tu comptes me payer? Il me dit ouais, c'est compliqué. Donc tu l'as eu au téléphone? Non, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit quand est-ce que tu comptes me payer? Juste avant de mettre le truc? Ouais, une dernière fois parce qu'il. Tu l'avais prévenu? Tu as dit je vais mettre un truc? Non. Non, parce qu'au bout d'un moment, c'est bon, on se fait enfumer pour arranger, jamais, pour jamais. Mais c'est toujours moi qui suis revenu à la charge. Mais voilà. Et il faut un minimum d'honnêteté intellectuelle. Quand tu dois de l'argent, tu payes. Il n'y a pas eu de conciliation, il y a des conseils, des avocats. Il m'a fait déplacer avec son avocat et mon avocat pour dire nous ne pouvons pas te payer. Voilà, donc on va faire un plan de sauvegarde. Bah merci. Et donc, en fait, je me suis déplacé. Alors moi, je voulais juste vous dire un truc. Je ne peux pas vous payer. Non mais également. Non mais voilà. Non mais soit vous êtes droit, soit vous n'êtes pas droit. Nous Cyril, on travaille ensemble depuis des années. On est droits tous les deux, c'est vrai. Et si j'avais pas été droit avec vous ou vice versa, on aurait arrêté d'être potes et de travailler ensemble. Au bout d'un moment, il y a une éthique à respecter. Après, je dis, Gilles, en fait, ce qu'il se dit, c'est que quand un mec a des difficultés, voilà, s'il peut pas payer, il peut pas payer. Mais ça va foncer complètement pour l'ensemble de ses activités. Ils vont être deux à être sous l'eau. Les deux sont sous l'eau, en fait. J'entends. Donc Guillaume, moi, je me dis, j'ai eu et vous connaissiez mon train de vie il y a quelques années, j'ai eu des difficultés. Je sais. J'ai tout réduit. Demandez à Géraldine, je parle tout le temps, j'ai tout réduit. Voilà, je suis pas allé faire le malin cet été, je suis pas allé, c'est pour ça qu'on s'est pas vu. D'ailleurs, je suis pas allé faire le malin à Cannes, j'ai rendu toutes mes caisses. En partie à cause de lui. Parce qu'attendez, 200 000 balles, en fait, ça fait un trou de 300 000 balles. Voilà, plus les autres gens qui payent pas. Il a vendu J'ai vendu toutes mes bagnoles. Je vivais dans 350 mètres carrés, je suis retourné dans 30 mètres carrés. Voilà, non mais faut pas faire le malin au bout d'un moment. T'as des dettes, Et par contre, je paye tout le monde. Tout le monde. Voilà, c'est tout. Il faut être un bonhomme au bout d'un moment. Bravo, Gilles. Bravo, Gilles. On aura peut-être la version de Nicolas, en tout cas. Pernikov, on attend prochainement. Voilà. Il faudra espérer que Nicolas vienne, voilà, qu'il puisse venir et en parler, voilà, qu'on en parle et qu'on crève l'abcès, quoi. J'en ai ras le cul. Ces histoires d'argent, quand je vous dis que l'argent. Vous avez fait quoi, vous? L'argent pourrit les gens. Imaginez, vous êtes en deal avec un d'entre nous et on vous doit 165 000 euros. Il est dans ton salon, il attend. C'est quoi? Je viens dormir chez vous. Il vient dormir chez toi, il attend. Voilà, tranquille. Non, mais on trouvera des solutions, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que ça va s'arranger parce que c'est vrai que Guillaume, et je voudrais dire, Guillaume, voilà, ça t'a fait mal. Ouais, ça m'a fait mal. Et puis on dit que c'est une mauvaise. Ça fait mal, même par rapport aux potes. Voilà. Bah ouais, et puis c'est des personnes en lesquelles vous pensez avoir confiance, et en fait pas du tout. Et c'est ça qui est pire, c'est-à-dire qu'il y a des gens, en fait, vous avez des a priori, on vous dit, c'est comme si je disais, bah voilà, c'est Cyril Hanouna, il est connu, il va me payer, etc. Et en fait, non mais, vous voyez ce que je veux dire? Oula, malheureux. Et en fait, il y a des mecs qui jouent de leur notoriété, de leur racisme, parce qu'en plus il a eu des gros postes avant à France Télévisions. On se dit non mais ce mec-là va quand même me payer. Bah non. Et les petits mecs qui ont rien et qui ont des petites boîtes, voilà, eux on les fait chier, mais eux ils payent en fait. Et c'est ceux qui ont beaucoup qui payent pas. Bah c'est dégueulasse. Voilà. C'est vrai que cette histoire est incroyable. Juste, qui était au courant?
la vérité. Que Géraldine. Que Géraldine. Tu étais vraiment la confidente de Guillaume. Oui, je suis sa petite maman. Ah oui, c'est vrai. Et toi, t'as dit non, tu fais rien, tu fais rien. Et t'as prévenu. Non, moi, encore une fois, je vous l'ai dit. Je lui ai dit, dis-le à Cyril. Il peut peut-être arranger, aller lui parler. Te conseiller, et il a dit non, c'est mon problème, je veux pas mêler Cyril à ça. Et je ne voulais surtout pas l'humilier, parce que je sais que c'est humiliant, je suis pas du tout fier de ça, je sais que c'est nul de faire ça, et je souhaite à personne, enfin que ça arrive à personne, et je trouve ça moi-même je trouve ça nul ce que j'ai fait. Et quand vous ne pouvez plus, et quand au bout d'un moment on se fout de votre gueule ouvertement, bah, c'est la seule solution. Et j'en suis désolé, mais c'est comme ça. T'as eu un coup de nerf. J'ai eu un coup de nerf, bien sûr, et qui m'attaque, s'il veut m'attaquer en diffamation, il n'y a pas de problème. Et vous verrez que c'est moi qui finirai par payer. Non mais alors généralement, ce qu'on voit à chaque fois ici sur le plateau, bonsoir. Parce que j'ai mûrement réfléchi à ce que je vais dire, c'est pour ça que j'ai pris du temps. En fait, on voit qu'à chaque fois, quand les choses viennent ici, eh ben, ça se résout. Donc malheureusement, enfin non, heureusement pour toi. Et ça c'est. Vous allez nous dire où ça en est, mais ça avance. Et c'est pas des très bonnes nouvelles, hein, Gilles et Michel. Et c'est vrai que la venue de Zoé lundi a fait rebondir les choses et a amené de nouveaux éléments. Pour le moment, on va rappeler l'histoire. Et écoutez bien l'histoire, parce que c'est vrai que quand vous nous avez parlé de l'histoire lundi, il y a 2-3 petites choses qui ont fait tiquer, notamment Jean-Michel et d'autres personnes qui étaient chez eux. Samedi 23, cette jeune fille, Lina, quitte son domicile, elle habite à La Plaine, c'est un petit hameau, un petit village, pour se rendre à la gare de Sainte-Blaise-la-Roche, où elle doit prendre le train à 12h03 pour rejoindre son petit copain Tao, qui l'attend à Strasbourg. Elle disparaît sur ce chemin, et c'est d'ailleurs le petit copain, le fameux Tao, qui va donner l'alerte, qui va signaler à la famille de Lina que Lina n'est pas arrivée à la gare de Strasbourg. Et à partir de là, la gendarmerie va engager du personnel pour faire des recherches. On arrive à cibler à peu près l'endroit où... enfin, à partir de quel endroit elle a disparu, c'est-à-dire entre la gare et une partie du trajet qu'elle avait déjà fait. Je crois qu'il lui restait 900 mètres à parcourir pour arriver à la gare. Et depuis, elle s'est volatilisée. De nombreuses recherches ont été effectuées. Les gendarmes ont sondé les 2 étangs, enfin plusieurs étangs. Ils ont organisé des battues. Et pour l'instant, toutes les recherches sont restées vaines. Alors justement, ça a rebondi depuis. Une équipe de plongeurs de Strasbourg a réalisé des fouilles dans 2 étangs sans rien trouver. Margot, une amie de Lina, a dit qu'elle n'était pas comme d'habitude. Elle était super contente d'aller à Strasbourg rejoindre son copain. À partir du moment où elle m'a dit « je vais partir », d'un coup, je n'ai plus de nouvelles précises. C'est ce qu'a dit Margot. D'habitude, elle faisait beaucoup de vocaux pour parler. Et là, d'un coup, elle écrivait très rapidement. C'était très inquiétant. Et ce n'était pas comme d'habitude. On le sentait quand elle parlait. C'était très inquiétant parce qu'elle mettait même des ponctuations alors que d'habitude, elle n'en mettait pas forcément. C'est ce qu'a dit Margot. Hein. C'est ça une des... Ce qui sous-entend que c'est peut-être pas elle qui répondait et qui utilisait son téléphone. Exactement. Alors vous allez voir comme ça a rebondi parce qu'il y a des éléments qui sont arrivés qui sont quand même assez troublants. Selon Le Point, les enquêteurs en sont sûrs, Lina n'a pas atteint l'étang du Breu. Ça, c'est sûr. Donc, elle ne l'a pas atteint, puisqu'il y a une caméra installée près de ce plan d'eau privée qui appartient à la société locale de pêche qui a montré que l'adolescente n'a pas passé les barrières derrière lesquelles se poursuit la piste cyclable. Donc ça, c'est un élément, déjà, on sait. Lina aurait donc disparu sur la route départementale, comme vous l'avez dit, entre son domicile et l'entrée de la piste cyclable. Ça représente combien de kilomètres, ça ? Je n'ai pas la distance exacte. Il y a 2,9 km entre son domicile et la gare, et il lui restait 900 mètres à parcourir, donc... Alors, il y a des révélations justement du nouveau détective, vous êtes du nouveau détective, et le nouveau détective a lâché plusieurs bombes sur leur site et sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On va revenir point par point sur ce qu'ils ont sorti. Plusieurs infos qui sèment le doute sur le profil de Tao, le petit ami de Lina. Tao a 19 ans, il s'est installé depuis peu à Strasbourg en tant que compagnon du devoir. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ça ? Compagnon du devoir, c'est... je ne sais pas exactement ce que c'est. J'imagine que c'est un... c'est des artisans. Des artisans de très haut niveau. De très haut niveau, voilà, qui parcourent la France entière, un compagnonnage, voilà, pour arriver à exceller dans leur métier. Merci Jean-Michel, merci. Alors, il vient de Marseille, il s'est mis en couple avec Lina, 15 ans, depuis début août. Début août, oui. Donc c'est assez récent. Très récent.
Ça fait un peu plus d'un mois qu'ils sont ensemble. Et première info du nouveau détective qui est assez troublante. On apprend que Tao, le petit ami de Lina, aurait perdu son téléphone dans une usine désaffectée en cherchant Lina. L'appareil serait malencontreusement tombé dans une bouche d'égout. Alors racontez-nous ça. C'est effectivement ce qui ressort de l'enquête de ma consoeur Sixtine Lepère. Elle est sur place, elle est toujours sur place et elle a fait une enquête, une bonne enquête, une belle enquête. Et elle a retrouvé des témoins et notamment elle a cette information. Il aurait participé, Tao aurait participé aux recherches et à l'occasion de ces recherches, il serait monté sur le toit d'une usine désaffectée. Et alors qu'il était en haut de ce toit, son téléphone serait tombé malencontreusement dans le soupirail, dans un soupirail. Il y a 5 points, vous allez voir, qui posent problème. Le premier, donc, c'est la mystérieuse perte du téléphone. Gilles. Pourquoi le téléphone est essentiel et sa perte fondamentale? Ça, c'est important. C'est parce que le petit ami dit qu'il est parti donc du domicile de la maman de Lina et de chez Lina au matin. Il va à Strasbourg. Il attend à 12h53 à Strasbourg, sur le quai, selon lui, Lina. Elle n'arrive pas et c'est lui qui téléphone à la maman pour lui dire « Je suis inquiet, Lina n'arrive pas ». Donc, ce téléphone, il doit, à ce moment-là, borner à Strasbourg. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un hasard incroyable, une coïncidence qui fait que, alors qu'on va savoir où borne ce téléphone, eh bien, lui dit qu'il le perd. Donc, les enquêteurs, encore une fois, il n'est pas du tout mis en cause pour le moment, mais les enquêteurs vont vouloir savoir si au moment où il appelle la maman, il est bien à Strasbourg. C'est ça. Voilà. Donc là, mystérieuse perte du téléphone, c'est le premier point très, très important. Il y en a 5 points, oui. Ça, le fait que le téléphone soit tombé n'empêche pas de borner les services de police ou de gendarmerie de voir le bornage. Bien sûr. En revanche, on n'a pas le contenu des SMS et on n'a pas le contenu de ce qu'ils se disent. Et c'est ça qui est plus embêtant, si je puis me permettre l'expression. Donc le téléphone disparaît. On sait, on arrive à retrouver de façon très précise les horaires des échanges, qui appelle qui décroche pas, et où sont les différents protagonistes, c'est-à-dire où se trouve Lina et où se trouve Tao à ce moment-là. Vous voulez ajouter quelque chose sur ce premier point, Gilles? Oui, il y a 5 points très importants. Il y a un point qui est important. Quand la procureure s'est exprimée très rapidement, elle a détaillé les faits, etc. Et elle a dit donc que Tao avait appelé depuis Strasbourg la maman pour dire que Lina n'était pas arrivée. Elle n'a pas dit en verbatim intégral que Tao était sur le quai de la gare. Donc pour le moment, les enquêteurs, comme il y a de la vidéosurveillance à la gare Strasbourg, vont examiner, voir s'il était bien sur le quai à l'heure qu'il indique. Voilà. Merci, je pense qu'ils le savent deuxième point très important. Mais nous, il y a 5 points qui posent problème là autour de Tao, le petit ami de Lina. Après, voilà, pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais on va vous donner les 5 points. Selon une autre source, Tao aurait affirmé avoir participé à une battue avec un certain Brian, un ami de Lina, et visiblement ce serait faux. C'est un mensonge qui a son importance. Alors ça, c'est embêtant, d'autant que Brian est très proche de Zoé qui est venue sur ce plateau. Et effectivement, Tao a affirmé avoir participé à une battue et dit qu'il était aux côtés de Brian. Et Brian, quand il est entendu, dit qu'il n'a pas de souvenir d'avoir vu Tao. Alors ça peut être dans la confusion, dans la maladresse, mais ça commence à faire quand même un certain nombre d'éléments. Le téléphone qui disparaît, potentiel mensonge de Tao. 3e point. Le jour de sa disparition, Lina ne devait rejoindre Tao que le soir. Mais au petit matin, changement de plan, Tao aurait appelé la mère de Lina pour lui demander de la réveiller pour qu'elle prenne le train et le rejoigne. Ça, c'est un point... C'est incroyable. Ouais. Là, on ne comprend plus. Alors, c'est ça. Ça cafouille. Il habite à Strasbourg. Il vient passer la soirée à la Plaine en compagnie donc, de Lina. Ils passent la soirée ensemble, ils dorment ensemble. Il part très tôt pour un mystérieux rendez-vous. Il est convenu qu'il se retrouve le soir, donc elle a toute la journée pour faire ce qu'elle a à faire, prendre le train et le rejoindre dans la soirée à Strasbourg. Et là, changement de programme pour des raisons qui m'échappent. Il appelle la maman, donc Fanny, la maman de Lina, en lui disant « Réveillez votre fille, il faut qu'elle prenne le train, il faut qu'elle me rejoigne rapidement à Strasbourg. » Et c'est ce que la maman va faire, elle réveille sa fille, et ensuite c'est comme ça que Lina va prendre la route à pied, la fameuse D350, là, pour se rendre à la gare,
et elle disparaît sur le trajet. Donc on ne comprend pas pourquoi ce changement de programme. Quel est ce rendez-vous mystérieux à 7h qui l'oblige à partir à 7h du matin et pourquoi tout modifier à ce moment-là ? Il y a encore 2 points qui posent problème, je vais vous les donner dans un instant. Gilles. Par rapport à ce 3e point, nos confrères de CNews qui sont sur place me disaient qu'il y a quand même Tao, il s'exprimait beaucoup. Et à plein de gens, il a dit « Oh là là, ce week-end, on a un programme extrêmement chargé, on a plein de choses à faire, etc. » Il détaillait un peu d'une manière inconsidéré et les gens ne comprenaient pas pourquoi tout un programme de week-end, comme si c'était un programme fondamental, alors qu'il n'y avait rien de très important. Donc les gens se sont dit, c'est bizarre de détailler comme ça un programme. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Voilà. 4e point qui pose problème, et ça nous concerne. En apprenant que Zoé, la collègue de Lina, allait témoigner dans TPMP, Tao lui aurait dit, fais gaffe si tu dis de la merde. Et il paraît que c'était un peu chaud. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est exactement ce que vous venez de dire. Zoé a révélé que Tao l'avait, entre guillemets, pas. C'est pas forcément. Faut voir. Enfin, c'est toujours très délicat de parler pour les autres, mais ça a existé. Il a décroché son téléphone et il l'a, entre guillemets. Moi, je prends mes patins. Je dis qu'il l'a menacé. Ouais. C'est une menace. Je dis pas de la merde. Fais gaffe. C'est une menace. Donc. Cette jeune fille est venue et courageusement, elle a incroyable en plus. Elle a expliqué son amitié avec Lina, avec beaucoup d'émotion. Elle a rien dit de, elle connaît pas, enfin elle est comme tout le monde, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est curieux que ce jeune homme, alors soit il est très maladroit. Soit il y a autre chose. Gilles. Oui, on voit pas ce qui peut le gêner dans le témoignage, si ce n'est que Zoé, elle est là. À la sortie du travail, à 19h le vendredi, quand la voiture de Tao vient chercher Lina. Donc, est-ce que lui se dit, elle va dire que j'étais là, elle va préciser des choses? Est-ce qu'il a peur de son témoignage? Est-ce qu'il craint que Zoé en dise plus aux enquêteurs? Voilà. En tout cas, cette agressivité est bizarre aux yeux de tout le monde. Mais non seulement il n'est pas mis en cause, c'est ça que vous vouliez dire, bien entendu. C'est même pas de la présomption d'innocence, c'est qu'il n'est pas du tout mis en cause. On est bien d'accord. Simplement, il n'y a pas eu de garde à vue dans ce dossier, dans cette affaire. Simplement, il y a des faits. Il n'est même pas mis en garde à vue. Pas du tout. Pas mis en cause du tout. Exactement. Du tout. Simplement, il y a des faits que l'on expose. Voilà. Et 5e point, selon le reporter du nouveau détective sur place, les gendarmes ont quitté précipitamment le restaurant où ils se trouvaient suite à après un coup de téléphone cet après-midi, sont remontés en vitesse dans leur véhicule et ont quitté les lieux pour retourner sur la RD 350, le chemin sur lequel Lina a disparu. Donc c'est un truc de fou. Oui, ils ont eu une info aujourd'hui. Ils ont eu une info, ils ont été appelés, ils sont partis au gyrophare, au Deux-Tons Giro. Et a priori, ça n'a pas. Il y a quelqu'un qui a dit, on a l'impression que les gendarmes font semblant de continuer les fouilles pour ne pas trahir le fait qu'ils aient déjà un suspect sérieux dans le viseur ou une personne. C'est possible. C'est tout à fait possible. Maintenant, moi je rappelle quand même qu'il y a une série de coïncidences qui ciblent un individu. Ça arrive que c'est pas la personne aussi. Absolument. Mais c'est pas parce qu'il y a cette série de coïncidences que pour autant ça en fait un coupable. Voilà. Il n'a pas été effectivement placé en garde à vue pour l'instant. Il sera entendu très vraisemblablement. Il a déjà été entendu, mais il sera probablement réentendu. Et on verra bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une série de coïncidences troublantes. Alors juste ce rebondissement cet après-midi, c'est fou. Avec les gens qui étaient là-bas, on dit voilà, les gendarmes se sont précipités. Comme s'ils venaient d'avoir une info. Oui, parce qu'il y a eu un appel à témoins qui suscite des dizaines, des centaines de témoignages de gens qui n'ont rien vu. Et c'est important aussi parce qu'ils ont dit, nous on était là et on ne l'a pas vu passer à tel endroit. Donc ils sont en train de raccourcir les lieux et de voir à quel moment elle aurait pu monter dans une voiture. Parce que c'est la thèse qui prédomine. Pas d'accident, la fugue. Avec le battage, si jamais c'était volontaire, on suppose que ce n'était pas son genre, mais qu'elle se serait manifestée. Donc, elle est sans doute montée dans une voiture. L'a-t-elle fait volontairement ou a-t-elle été contrainte? Et donc, ils tentent de savoir sur la route où elle aurait pu monter dans la voiture et de chercher partout des indices. Voilà. Oui, parce que ce qui est important, c'est que justement, quand elle est montée dans la voiture, si elle est montée dans une voiture, on lui aurait demandé immédiatement d'éteindre son téléphone. C'est à ce moment-là. C'est comme ça qu'ils ont dit 11h22. C'est ça, ah oui. Ah oui. Ça c'est important ce que vous dites. C'est très important parce que soit on lui a imposé d'éteindre son téléphone, soit on peut supposer tout ce qu'on veut. Mais donc, il y a une contrainte, exactement. Il y a une contrainte, oui. Merci en tout cas. Michel, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter?
Non, pour revenir au départ précipité des gendarmes, vu par notre reporter dans un restaurant, je crois, ça arrive souvent sur les gros faits divers, parce qu'il y a une vraie tension. Et un coup de fil de l'état-major, un coup de fil du patron. On sent en tout cas que l'enquête avance. Voilà. Et ils mettent. L'enquête avance, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois sur Internet, et le lendemain, il y a eu le dénouement. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'on retrouve Lina vivante.